chaque mois. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier webinaire concernant les soutènements en zone sismique. Une deuxième partie suivra le mardi 10 mai. L'objectif de ces webinaires est d'exposer les méthodes de dimensionnement des ouvrages de soutènement courants, murs et écrans en zone sismique. En effet, à ce jour, la justification au séisme peut susciter beaucoup d'échanges entre les bureaux d'études dans sa version actuelle et dans l'attente de la parution de la mise à jour de l'Eurocode 8. Un modèle est proposé sans pour autant définir clairement les méthodes de dimensionnement. C'est pourquoi nous allons proposer de passer en revue dans ce premier webinaire la partie théorique du dimensionnement au séisme dont les méthodes de calcul font consensus à ce jour. Nous allons assister pendant 1h30 aux présentations de 4 intervenants. Tout d'abord, Fad Cuira, directeur scientifique de Terrasol, membre du CFMS et président de la CST. Gilles Valderon, ingénieur géotechnicien au CEREMA, secrétaire de la commission de normalisation pour la justification des ouvrages géotechniques. Stéphane Brûlé, excuse-moi, expert en séisme à Ménard, membre élu de la CST de l'AFPS, pour lequel il a effectué plusieurs missions post-sismiques qu'il va partager avec nous, membre aussi du CFMS. Et enfin, Dominique Battista, expert référent géotechnique, mécanique des sols du CEREMA. Vous pourrez ensuite échanger avec eux à la fin des présentations via le chat. Vous pourrez poser vos questions à tout moment. Alors, le sommaire, donc nous débuterons avec la présentation de Fad Cuira sur les stratégies de dimensionnement des soutènements sous séisme. L'évaluation des poussées butées dynamiques des terres sera décrite par Fad Cuira et Gilles Valderon. Enfin, des REX post-séisme des soutènements en milieu urbain et maritime seront présentés par Stéphane Brûlé et Dominique Battista, qui nous décriront notamment ce qui a été observé, mais aussi ce qui n'a pas été observé sur les ouvrages de soutènement à la suite d'un séisme. Alors, notez que les aspects et les conséquences des sols liquéfiables ne seront pas abordés ici. Les sols seront supposés non liquéfiables, où la liquéfaction sera traitée. Le parti a été pris de mettre en avant uniquement les concepts et les phénomènes physiques plutôt que les formalismes réglementaires. Fad, c'est à toi. Oui. Ah non, je décris peut-être la deuxième... Oui, rapidement. Alors, rapidement, la deuxième partie du webinaire sera le mardi 10 mai de 10h30 à 12h30. Sera une partie plus pratique avec la présentation de cas concrets, des soutènements gravitaires, des soutènements définitifs d'une fouille urbaine, soutènement en milieu maritime, et enfin, nous finirons ces webinaires par les perspectives normatives, le nouvel Eurocode 8 et les ouvrages portuaires. Donc la séance est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube du CFMS. Je vous remercie de couper vos micros et vos caméras. À tout à l'heure pour les questions. Parfait, merci beaucoup Delphine. Donc voilà, je vous invite tous à laisser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de conversation. Delphine va en faire une synthèse et qu'on va donc balayer l'ensemble des questions donc dans le cadre de la session de questions-réponses à la fin de webinaire. Donc c'est parti donc pour cette. Alors je mets simplement en plein écran. Hop, voilà. Vous voyez toujours mon écran, ça va? Oui. Oui, très bien. Donc c'est parti pour cette première partie introductive sur la stratégie générale de dimensionnement des soutènements sous séisme. Donc l'objet étant de présenter un tour d'horizon des principaux points clés à gérer en matière de dimensionnement sismique des soutènements, au-delà de la question d'ordre purement calculatoire qui consiste à savoir comment appliquer le modèle de Monod-BOKP. Donc on a effectivement parfois l'impression que la question des soutènements se résume à cette question de Monod-BOKP. On va effectivement en parler, bien entendu, mais d'abord on va parler de démarche de conception et surtout des données d'entrée. Alors, quand on parle d'ouvrages de soutènement, on vise aussi bien des soutènements gravitaires, donc vous voyez ici, dont la stabilité vis-à-vis de la poussée des terres est principalement assurée par le poids de l'ouvrage et la résistance aux cisaillements mobilisables sous sa fondation. On vise également des soutènements flexibles de type écran, ancré, ou en console qui exploitent notamment la butée des terres sous le front de fouille, ainsi que des soutènements butonnés, comme on voit ici, dont le principe consiste à équilibrer la poussée des terres en l'opposant à elle-même.
Donc tous ces ouvrages sont susceptibles de voir leur stabilité affectée par le passage des ondes sismiques. Pour le cas d'un ouvrage gravitaire, cela aura pour conséquence d'amplifier les forces de poussée, d'induire des forces d'inertie sur l'ouvrage de soutènement lui-même et de consommer, entre guillemets, une partie de la résistance au cisaillement disponible vis-à-vis de la portance de l'ouvrage. Pour un écran de soutènement flexible, ou ancré en console, etc., en plus de l'augmentation des forces de poussée, bien évidemment, en fait, il faut imaginer que les forces d'inertie vont aussi consommer une partie de la butée ou de la résistance qui sert de butée disponible, donc ils vont affecter la stabilité rotationnelle de l'ouvrage. Et enfin, le cas par exemple, d'une excavation butonnée dont le principe de stabilité en statique exploite notamment le caractère symétrique du système, cette symétrie est par construction perdue sous action sismique. Donc, les points clés à gérer pour un ouvrage de soutènement, donc sous action sismique, on va dire la stratégie de dimensionnement repose sur les points clés suivants. Le premier, bien évidemment, est de spécifier l'action sismique et les forces d'inertie qui en résultent dans le terrain et l'ouvrage de soutènement. Donc, cette action sismique peut être appréhendée soit par des analyses temporelles qui rendent pleinement compte du caractère dynamique de ce type de sollicitation, soit, c'est ce qui est souvent fait dans la pratique, par des analyses pseudostatiques qui vont couvrir l'essentiel des études courantes et qui consistent à introduire l'action sismique sous la forme de forces d'inertie équivalentes. Le deuxième point, c'est la maîtrise de la résistance ou du comportement des terrains sous séisme, tenant compte notamment des effets de couplage hydromécanique éventuels et la capacité, par exemple, de l'eau à se mouvoir librement ou pas à travers le squelette pendant le laps de temps relativement court qui caractérise les sollicitations d'origine sismique. Troisième point pour un ouvrage de soutènement, c'est bien sûr d'apprécier la façon dont les mécanismes de poussée et de butée des terres sont affectés par le séisme. En présence d'un massif d'ancrage, il peut y avoir aussi des questions à traiter pour couvrir les mouvements différentiels qui résultent de la propagation des ondes sismiques dans le terrain, mouvements différentiels entre le point d'ancrage et l'écran. Et enfin, pour dimensionner un ouvrage, et ça c'est quelque chose qui n'est pas propre aux ouvrages de soutènement, quel que soit l'outil de calcul ou de modélisation, dont l'ingénieur doit être en mesure d'identifier les enjeux et d'imaginer les modes de ruine potentiels, proposer un formalisme de justification approprié au problème. Donc, ce sont des choses pour lesquelles le corpus réglementaire sert de cadre. Il donne aujourd'hui un cadre et un certain nombre d'indications, mais il ne faut pas perdre de vue, bien évidemment, le fondement des phénomènes physiques qui régissent les justifications et les modèles de calcul décrits dans les normes. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, le risque sismique est aujourd'hui encadré en France par un zonage administratif qui spécifie une accélération sismique de référence au rocher, qui correspond par exemple pour des ouvrages à risque normal à une période, des ouvrages courants à risque normal à une période de retour de 475 ans. Et en particulier, en France métropole, cette accélération de référence varie de 0,4 mètres par seconde au carré pour des zones de très faible sismicité à 1,6 mètre par seconde au carré, donc 0,16 G, pour une zone de sismicité moyenne appelée ici 4 et qui concerne par exemple des villes comme Nice ou Grenoble. Maintenant, si on va dans les îles Caraïbes, par exemple en Martinique, on est en zone 5, donc une zone de forte sismicité avec une accélération de référence au rocher de 0,3 G. Donc, à partir de cette accélération de référence, dans le cadre, si on fait maintenant le lien avec le formalisme de l'Eurocode 8 actuel, on va définir une accélération qui correspond à ce qu'on appelle le PGA, donc l'accélération sismique maximale en surface, et dont la construction de cette accélération va faire intervenir d'une part le facteur gamma I, que vous voyez ici, qui vise à rendre compte, c'est ce qu'on appelle facteur d'importance, et qui vise à rendre compte de la performance attendue sous séisme par l'ouvrage projeté ou par les ouvrages qui sont soutenus par l'ouvrage de soutènement projeté. Un facteur de sol S que vous voyez ici qui vise à rendre compte de l'amplification du signal entre le rocher et la surface lorsque les ondes sismiques traversent des terrains déformables ou traversent des terrains qui présentent un certain contraste de rigidité. Maintenant, si on regarde de plus près, vous avez ici quelques indications pour rappeler simplement ce qui se cache derrière cette notion de coefficient d'importance, à savoir une période de retour et une probabilité de dépassement.
donc la probabilité d'avoir un séisme plus fort que celui avec lequel on va dimensionner. Donc cette période de retour, de ce que je disais là à l'instant, elle va être de 475 ans pour un ouvrage courant, 800 ans pour des soutènements dont la défaillance pourrait engager celle de structures essentielles ou destinées à accueillir beaucoup de public, et jusqu'à 1300 ans pour des soutènements nécessaires à la tenue au séisme de structures primordiales, notamment pour l'accès des secours en cas d'événements sismiques. Et cela peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'années quand on est dans un contexte critique pour l'environnement. Et puis maintenant, pour vis-à-vis du facteur S que j'ai évoqué, en fait, la valeur peut varier de 1 quand on est quasiment au rocher, donc ce qui est appelé ici sol de classe A, et puis ça peut aller jusqu'à 1,5, 1,6, voire 1,8 en présence de terrains déformables et présentant par exemple pour la classe E une certaine prédisposition à conduire à des phénomènes de résonance pour les plages de fréquences qui intéressent les bâtiments courants. C'est quelque chose qui fait intervenir la classification conventionnelle de terrain, donc c'est ce qui est appelé ici ABC. Donc, il suscite dans la pratique beaucoup de questions, évidemment, et d'interrogations qui ne sont pas nécessairement propres aux ouvrages de soutènement, mais qui sont néanmoins légitimes. Donc, le plus important est de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une classification conventionnelle. Donc, bien évidemment, dans la pratique, il y aura un choix à faire par l'ingénieur à partir des moyens de reconnaissance à sa disposition, sachant que dans les situations où on a des enjeux importants liés au choix de ce facteur S, pour apprécier le facteur S, on peut apprécier la valeur du S de façon plus fine par recours à des analyses de propagation d'ondes en une ou deux dimensions, et c'est quelque chose qui est parfaitement autorisé par la reconduite actuelle. Sachant que dans le cas particulier d'un ouvrage de soutènement, à partir d'une certaine hauteur, au-delà d'une dizaine de mètres de hauteur, on peut se poser légitimement la question de faire varier l'accélération sismique sur la hauteur de l'ouvrage. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui absent des formalismes de justification usuelle, mais qui sera explicitement couvert dans le cadre du futur texte de l'Euroconduite en cours de préparation. Et puis pour finir, le facteur d'amplification topographique qui concernerait donc des soutènements importants, catégorie d'importance 3 à 4, situés à proximité d'une pente et qui se traduit concrètement par une augmentation de 20 à 40% de l'accélération sismique du calcul. Maintenant, dans la pratique des calculs de soutènement, à partir de l'accélération sismique AN qu'on a définie, que j'ai montré, que j'ai décrit juste à l'instant, on va examiner la stabilité de l'ouvrage en introduisant des forces d'inertie équivalentes qui affectent les masses de sol et de l'ouvrage. C'est le principe de l'approche pseudostatique. Donc, on simule l'action sismique par des forces d'inertie proportionnelles au poids ou à la masse, moyennant des coefficients sismiques notés KH et KV ici, que vous voyez donc à l'écran. Ces coefficients sismiques sont calés dans la pratique sur une fraction du rapport AN sur G. AN, je rappelle, c'est l'accélération maximale en surface. G, l'accélération de pesanteur. Et cette fraction est représentée ici par le facteur 1 sur R. Et là aussi, donc, le 1 sur R que vous voyez ici, ou plus exactement le R, ça suscite dans la pratique beaucoup d'interrogations qui sont là aussi légitimes. Donc, j'en profite pour rappeler que la notion de ce que c'est que ce qui se cache derrière ce coefficient R, qui vise à rendre compte par construction de la capacité de l'ouvrage à accepter des déplacements irréversibles post-séisme. Autrement dit, dimensionner avec R égale à 1 signifiait au sens de l'approche pseudostatique que l'on garantisse la stabilité pour l'accélération maximale et par conséquent l'absence de déplacement irréversible pendant toute la durée du séisme. Choisir une valeur de R supérieure à 1 revient à dimensionner un ouvrage vis-à-vis d'une accélération plus faible que celle qui correspond au maximum qu'on va avoir durant la durée d'application du séisme, et donc d'accepter implicitement des déplacements qui vont résulter des pertes de stabilité, on va dire transitoires, entre guillemets, que l'on va avoir à chaque fois que l'accélération sismique va dépasser ce seuil avec lequel on aura dimensionné, ça veut dire 1 sur R fois AN sur G. Donc j'insiste sur le caractère transitoire et très brève durée de cette perte de stabilité que l'on va avoir quand on dimensionne avec R supérieur à 1 et qui fait que le déplacement qui en résulte, comme c'est rapide, en fait, c'est quelque chose qui ne va pas forcément être dramatique. Donc après, bien évidemment, pour que l'on puisse travailler avec une valeur de R supérieure à 1 et qu'on puisse donc accepter des déplacements, il y a deux conditions. La première et la plus importante, il faut que l'ouvrage, de par son ancrage, sa constitution, ses connexions extérieures, il faut qu'il puisse effectivement se déplacer. Donc si on a une culée de pont qui joue le rôle d'un point fixe, par exemple,
alors on risque de ne pas pouvoir voir l'amorce de ces déplacements irréversibles. Et la deuxième condition, bah, si maintenant on a un mur isolé, mur poids isolé, capable effectivement de se déplacer, par glissement par exemple, bah, il faut que ce déplacement soit acceptable et n'engage pas la performance sismique attendue des ouvrages situés à l'arrière du soutènement. Donc cette question du coefficient R fait partie des points justement sur lesquels on va nous attarder longuement lors des études de cas qu'on va vous présenter lors du webinaire du 10 mai prochain. Et donc c'est quelque chose qu'il faudra adapter bien évidemment au type de problème entre le cas d'un soutènement gravitaire, un écran flexible ou des structures portuaires qui sont généralement, qui acceptent assez naturellement des déplacements. L'autre point qu'il faut gérer dans le cadre de dimensionnement d'un ouvrage de soutènement sous séisme est celui de la résistance au cisaillement du terrain. Donc, alors, on va distinguer dans la pratique trois situations. Situation d'une couche de sol ou d'un terrain situé hors nappe, pour lequel on reconduit dans la pratique les mêmes propriétés de résistance que sous action statique. C'est le premier cas que vous voyez ici. Situation d'un terrain sous nappe et qui présente une perméabilité suffisamment élevée pour permettre à l'eau interstitielle de se déplacer librement au travers le squelette solide. Donc, on parle alors de terrain ouvert ou drainé sous séisme. Donc, à ce moment-là, la résistance au cisaillement, bah, elle est chiffrée en contrainte effective, avec les propriétés de cisaillement entre guillemets intrinsèques du terrain, C', F'. Point essentiel à souligner, c'est que cette notion de terrain perméable sous séisme, ce n'est pas forcément la même que celle qu'on aurait eue avec un chargement de longue durée. Donc, en l'occurrence, pour qu'on puisse admettre qu'un terrain a un comportement perméable sous séisme, il faudrait une perméabilité d'au moins 5-10-3 mètres par seconde, ce qui est une valeur assez élevée. Et donc, ce comportement va être en réalité réservé à des graves, des enrochements ou des terrains alluvionnaires avec de gros éléments. Et par corollaire, dans la plupart des cas, bah, nous sommes plutôt dans une situation de terrain qui a un comportement plutôt fermé ou non drainé sous séisme. Donc, dès qu'on va avoir des perméabilités de moins de 5, 10, moins 4 mètres par seconde, ce qui va couvrir une grande partie des sols courants, bah, l'eau interstitielle n'est pas libre de se déplacer par rapport au squelette solide. L'action sismique se produit dans une condition essentiellement non drainée et le sol peut être traité comme un milieu, on va dire, monophasique. Donc, ce traitement nécessite bien évidemment en toute rigueur, dans ce cas-là, soit on travaille en contrainte effective et à ce moment-là, il faudra spécifier la surpression interstitielle générée sous action sismique, soit on travaille en contrainte totale et à ce moment-là, on prend comme paramètre de résistance ce qu'on appelle cohésion non drainée, entre guillemets, pour des sols fins, ou résistance au cisaillement cyclique non drainé pour des sables saturés, quand il s'agit de sables saturés. Donc, un point essentiel sur lequel je voudrais insister, c'est celui des conditions de stabilité initiale du site sous séisme, en l'occurrence, et dans l'objectif de vérifier la pertinence justement des propriétés de cisaillement que l'on aura retenues. C'est quelque chose que l'on va avoir le réflexe de faire généralement en présence d'un terrain en pente, mais pas forcément en présence d'un terrain horizontal. Pourtant, il convient de rappeler qu'introduire des forces d'inertie dans le cadre d'une approche pseudostatique, comme vous voyez ici, revient à modifier la gravité. Donc, bien qu'on soit, et se ramener à un terrain qui est en pente. Donc, bien qu'on soit, de point de vue calcul, bien qu'on soit en présence d'un terrain horizontal, vis-à-vis des mécanismes de stabilité, tout se passe comme si j'avais un terrain en pente, incliné à θ, et θ, c'est quelque chose qui fait intervenir, tangente θ, c'est KH sur 1 plus KV. Donc, ça fait intervenir les coefficients sismiques que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, ce que je cherche à faire passer comme message, c'est que dans certains cas, et en ce qui me concerne, j'ai vu ça très souvent, je pense notamment à des excavations en milieu urbain, terrain horizontal, et on se retrouve parfois à se battre, entre guillemets, avec la justification de la stabilité sismique de l'ouvrage de soutènement en allongeant la fiche, en renforçant des ancrages, alors que parfois, ce qui se cache derrière le problème de stabilité, c'est un problème de stabilité de site et non pas de l'ouvrage. Donc, ce n'est pas en allongeant la fiche que l'on va stabiliser le terrain. Donc, à ce moment-là, il convient de se poser plutôt la question de la pertinence, soit de l'action sismique, soit des propriétés de cisaillement. Donc, quand je parle de pertinence de l'action sismique, il faut imaginer que si l'accélération sismique de calcul avec laquelle on est en train de travailler est de nature à engager la stabilité sismique du site, c'est qu'il y aura des déformations plastiques qui vont filtrer cette accélération et celle-ci sera forcément plus faible que celle avec laquelle on est en train de dimensionner et plafonner à l'accélération déstabilisante qui ne peut pas dépasser, par exemple, tout simplement, la valeur θ pourrait dépasser phi, tout simplement l'angle de frottement du sol. Donc l'accélération pour un sol frottant, on ne pourrait pas considérer un calcul pseudostatique avec une accélération supérieure à tangente phi fois g.
Et l'autre point qui relève aussi de la stabilité du site, et c'est celui du risque de liquéfaction, bien sûr. Donc ça, c'est un point qu'on va évacuer tout de suite, mais simplement, j'en profite pour rappeler que pour ce type de problème, la règle est simple, mieux vaut prévenir que calculer. Donc on règle le problème de liquéfaction avant de dimensionner l'ouvrage. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que l'obtention, donc d'habitude, quand on s'intéresse à des problèmes de liquéfaction, on va dimensionner avec 1,25 vis-à-vis du risque de liquéfaction. Ça, c'est 1,25, ça signifie que les surpressions interstitielles n'engagent pas la stabilité, on va dire, du terrain, mais ça ne veut pas dire que ces surpressions interstitielles sont nulles. Donc, ils existent et pour admettre que les surpressions interstitielles sont négligeables, par exemple, le 8 recommande une valeur de sécurité de l'ordre de 2, minimum, dans sa version actuelle. Tout va bien? Ça marche toujours le son? J'ai un doute là, combien de temps? Un grand silence. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. On t'entend. Je ne suis pas déconnecté entre temps. Ok, très bien. Et puis l'autre point qui relève de donc, la stabilité, donc on a parlé de tout ce qui touche la liquéfaction. Donc ça, c'est un point sur lequel on va volontairement pas passer du temps dans le cadre de ce double webinaire. Et puis une fois donc on a statué sur la résistance au cisaillement du sol, en cohérence avec l'action sismique, etc. L'étape suivante, c'est d'estimer les poussées et butées des terres, tenant compte des effets liés aux forces sismiques dans le terrain. Donc, alors, pour la poussée des terres, l'usage consiste, dans ce que je vous montre ici, c'est plutôt la décomposition qu'on va retrouver dans le rocoduite, par exemple. Ça consiste à décomposer l'action de poussée à prendre en compte sous charge sismique en une superposition de 4 termes. Donc, vous avez ici la poussée statique, celle qui s'applique immédiatement avant le séisme, l'incrément dynamique, l'incrément de poussée dynamique, c'est-à-dire la variation liée à la présence des forces d'inertie. Donc, pas de séisme, pas d'incrément dynamique. La pression d'eau, a commencé par la part hydrostatique, celle qui s'applique initialement immédiatement avant séisme, entre guillemets. Et puis là aussi, l'incrément hydrodynamique, c'est-à-dire la variation de cette pression interstitielle, notamment dans le cas, sous effet dynamique, dans le cas d'un terrain ouvert, drainé. Donc à ce moment-là, il convient de considérer donc, une sorte de surpression interstitielle qui s'applique sur l'écran et qui rend compte d'une sorte d'effet barrage, par exemple. Et puis, si maintenant je regarde côté butée, pour les ouvrages qui exploitent la butée des terres, comme par exemple des écrans ancrés ou en console, il y a lieu là aussi de rendre compte des effets d'inertie qui tendent à réduire la butée mobilisable. Et cette réduction se présente sous la forme d'un incrément dynamique, donc négatif entre guillemets, ça veut dire ça réduit la butée statique. Et l'équilibre de l'écran, là aussi, il fait intervenir, l'équilibre horizontal fait intervenir la pression hydrostatique que l'on a immédiatement avant séisme et l'incrément dynamique, hydrodynamique éventuel qui se traduirait ici plutôt par une dépression interstitielle. Alors, et là aussi, dans le cas où on a évidemment soit un nappe libre ou un terrain qui est suffisamment perméable. Alors, l'objet de la deuxième partie de ce webinaire est justement de donner quelques indications. Donc, je dis deuxième partie, deuxième chapitre de ce webinaire, c'est de donner quelques indications sur l'estimation des incréments de poussée butée dynamique des terres, moyennant différentes approches de calcul. Donc, des approches, on va vous parler de l'approche évidemment NOBOKB, donc c'est une sorte de coin de Coulomb généralisé, des approches qui s'apparentent à du ranking généralisé que l'on va retrouver par exemple dans les textes du futur reconduite en cours de préparation, et puis aussi des approches, des approches dérivées du calcul à la rupture. Donc toutes ces approches, le plus important à retenir, c'est que toutes ces approches couvrent par construction la modification des états limites de poussée butée. Donc, autrement dit, quand on parle d'incrément de poussée, calculé avec mon OBOKB par exemple, ce qu'on est en train de couvrir, c'est l'incrément de poussée active, qui en réalité, il faut rappeler, la poussée active, c'est la valeur minima de la pression des terres, qui suppose donc un certain déplacement du soutènement par translation ou par rotation. La butée limite, ou poussée passive, c'est la valeur maximale de la pression des terres, et dont la mobilisation totale, là aussi, nécessite un certain déplacement de l'ouvrage vers le terrain en butée. Donc, il y a également le cas particulier des ouvrages très peu déformables et qui sont totalement empêchés de se déplacer dans l'absolu de par leurs conditions aux limites extérieures, en tête ou en pied. Et donc,
auquel cas, on va dire l'interaction dans ce type d'ouvrage, l'interaction sismique avec le terrain, bah, ça s'apparente plus à un problème d'interaction cinématique qu'à un problème de poussée-butée. Et dans ce cas, généralement, on va considérer des approches différentes avec des incréments de pression qui sont directement proportionnels à la force d'inertie dans le sol ou à la différence, typiquement ce qu'on fait par exemple pour les tunnels, différence de déplacement entre le sol, ou pour les pieux, entre le sol et l'ouvrage de soutènement. Donc, dans tous les cas, donc, quelle que soit l'approche utilisée, bah, l'évaluation des incréments de poussée butée, donc au-delà de l'approche du calcul, bah, nécessite de gérer d'autres points liés au type de l'ouvrage étudié, en particulier le point d'application, la hauteur d'application, sur quelle hauteur je vais considérer cet incrément de poussée ou de butée, la rigosité, l'inclinaison des contraintes par rapport à l'horizontale. Donc là aussi, on a fait le choix de détailler ces points plutôt que de les détailler dans l'absolu de façon théorique, détailler à travers des études de cas. Donc, dans le cadre du webinaire du 10 mai, ben, on vous montrera ce qui peut être considéré dans la pratique comme hauteur d'application pour le cas d'un écran, d'un mur, etc. Et donc là, bon, c'est un point que j'ai déjà commenté à l'oral. En complément de la poussée hydrostatique, on peut être amené, ce que je disais là, à prendre en compte un incrément hydrodynamique qui est généralement comptabilisé par rapport à la base de la couche perméable. Et dans la résultante, donc quand on fait, par exemple, on applique cette formule-là, bah, ça vaut donc quelque chose qui a cette forme-là avec une résultante à peu près située à 60% de la hauteur de mobilisation. Et puis le dernier point de la stratégie de dimensionnement, c'est et le seul point le plus important, c'est d'identifier les modes de ruine potentiels qui peuvent affecter les ouvrages de soutènement sous séisme, en distinguant les soutènements dits gravitaires, dont les modes de ruine observés peuvent être, par exemple, une translation horizontale excessive liée à un mécanisme de glissement, plutôt que de parler d'un problème de stabilité, je parle d'un problème de déplacement excessif, une rotation excessive liée par exemple on va dire à un défaut de portance. Ça peut être tout simplement lié à un problème de décollement. Un défaut donc de capacité portante, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce genre de phénomène, on peut l'avoir d'une part sous l'effet des forces inertiques qui se développent ici, qui consomment une partie de la résistance au cisaillement disponible, mais ce n'est pas ça qui est prépondérant. Ce qui peut être prépondérant vis-à-vis de la capacité portante, c'est surtout les effets d'excentrement et d'inclinaison que l'on va avoir. Ça veut dire sous l'effet des forces sismiques, ben, je majore la poussée, donc je vais avoir quelque chose qui tend à réduire, par exemple, par des facteurs I delta qu'on utilise dans le calcul de portance. Donc ça tend à réduire la capacité portante dans des proportions qui ne sont pas forcément négligeables. Et donc, la conséquence, bah, s'il y a un défaut de portance, bah, c'est une rotation permanente, par exemple, ou un tassement permanent post-séisme. Et puis, on peut aussi avoir une défaillance structurale, irréversible, ou une instabilité généralisée par grand glissement. Et pour les soutènements flexibles, bah, les modes de ruine, donc là, c'est similaire à ce que l'on va avoir sous chargement statique. Donc, il y a la question évidemment de défaut de butée qui conduirait à une rotation irréversible, excessive par rapport au point d'ancrage réel ou fictif. La défaillance structurale, vous voyez ici, celle qui serait liée à l'instabilité du massif d'ancrage, soit sous la forme d'un basculement, d'un renversement, entre guillemets, soit tout simplement donc ce genre de mécanisme de type Krantz, qu'on appelle Krantz, soit des mécanismes qui concernent simplement une rupture d'un tirant ou l'arrachement d'un tirant. Et cet arrachement, évidemment, il va avoir lieu pendant un laps de temps très court et donc la conséquence est un déplacement permanent. Et puis, bien sûr, on peut aussi avoir des modes de rupture rotationnels avec un centre de rotation situé quelque part par là, tandis que ici, j'ai un centre de rotation plus en profondeur. Et là, c'est plutôt lié à des mécanismes de grand glissement. Donc, quel que soit le mécanisme, pour la justification de la stabilité de l'ouvrage, et particulièrement pour les mécanismes d'origine géotechnique, il est très important de garder à l'esprit qu'un état limite sismique est avant tout un état limite de déplacement. Donc pour lequel il y a effectivement développement ou amorce de déplacement irréversible d'une amplitude inacceptable. Cela peut se présenter soit sous la forme d'un déplacement absolu, donc un tassement, une translation horizontale, soit un déplacement différentiel, une rotation, une distorsion excessive. Donc la valeur admissible pour un tel déplacement dépend avant tout de la destination de l'ouvrage, bien sûr, de l'utilisation qui est faite de l'ouvrage, est-ce qu'on compte l'utiliser après séisme par exemple, et son importance, donc ce qu'on attend de cet ouvrage en cas d'événement sismique,
de la constitution de l'ouvrage, c'est-à-dire les matériaux constitués, c'est un ouvrage flexible, un ouvrage rigide. Donc, je pense notamment au cas des ouvrages de soutènement au sol renforcé, au sol cloué, qui ne sont pas de nature à se comporter très bien. En fait, par construction, ils se comportent très très bien sous séisme et encaissent assez bien les déplacements irréversibles. La valeur admissible pour un tel déplacement, donc ça c'est ce que j'étais en train d'évoquer ici. Et puis le troisième point, bah, c'est comment évaluer ce déplacement, bah, soit de façon explicite, donc par des analyses en déplacement, modèle de bloc rigide, modèle dynamique non linéaire. Et donc ces modèles-là, ils visent à quantifier l'amplitude de ce déplacement induit et à en vérifier l'acceptabilité vis-à-vis de l'ouvrage projeté. Dans la- ou dans la pratique, ce qui se fait dans la pratique courante, bah, on fait plutôt recours à des formalismes de justification pseudostatique, basés sur l'approche pseudostatique, qui compare donc des actions et des résistances. Donc on va regarder les actions, ce qui est moteur, ce qui est résistant, et on écrit un formalisme de sécurité. Et en fait, il faut imaginer que cette façon de faire, c'est un moyen détourné de couvrir ces déplacements irréversibles. Donc, dans lequel le fait de mettre une sécurité suffisante ou le fait de, selon la valeur qu'on aurait choisie pour le facteur R, bah, je vais plus ou moins accepter des déplacements implicitement dans la démarche. Donc là aussi, on a fait le choix d'illustrer un peu ce formalisme de justification pour différents types d'ouvrages à travers les 3 études de cas qui seront présentées lors du webinaire du 10 mai. Voilà, donc on arrive à la deuxième partie de ce webinaire, le deuxième chapitre. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va vous parler de calcul de poussée et butée dynamique des terres. Donc, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc on a fait le choix de mettre l'accent sur les approches que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez des approches de calcul global qu'on a qualifiées de global, donc dans laquelle on rentre par exemple le modèle de Monod-BOKB 1924, qui est une sorte de généralisation du modèle de Coulomb. Ça peut être aussi l'utilisation de calcul à rupture pour des cas un peu plus complexes, et donc là, on exploite les capacités de la méthode cinématique de calcul à rupture. Ou des approches locales qui sont dans la pratique plus simples, plus sympas à utiliser en bureau d'études. Donc, par exemple, on va mettre l'accent sur le modèle de Lancelot, donc une sorte de généralisation du modèle de Rankine-Boussinesq, et qui d'ailleurs, c'est ce modèle-là qui s'apprêtera à être formalisé dans le futur reconduit de partie 5. Et puis, vous avez aussi des approches locales qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on fait déjà sous charge statique. Donc, en statique, c'est intéressant à rappeler ça fait longtemps qu'on a abandonné le modèle de Coulomb ou le modèle de Rankine et qu'on utilise quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc, par exemple, les tables de Kako-Kirizel, qu'on peut tout à fait exploiter. C'est l'idée qu'on vous propose à la fin de ce webinaire. Si on joue un peu avec la gravité, ça veut dire en se rappelant un peu le principe de la méthode pseudostatique, donc on peut tout à fait retrouver des coefficients équivalents en modifiant l'orientation du modèle. Et ça tombe bien, les tables de Kako-Kirizel donnent les résultats pour des modèles inclinés. Voilà. Donc, si maintenant on rentre dans le vif du sujet, je commence par le modèle de Monod-BOKB. Donc, ce qui est important à rappeler, c'est un peu son origine. Donc, son origine, au fait, c'est celui de coin de Coulomb. Donc, le coin de Coulomb, c'est d'imaginer que la force de poussée qui s'applique sur l'écran correspond au glissement d'un bloc triangulaire qui forme un angle alpha par rapport à l'écran, par rapport au mur de soutènement. Donc là, je regarde, j'illustre ça dans le cas d'un sol frottant. J'écris le bilan des forces qui s'applique à ce bloc à l'équilibre limite. Donc si je m'intéresse à la poussée active, je me place à l'état de mobilisation limite où j'ai saturé la résistance au cisaillement du sol. Donc j'ai un RF ici, une réaction du terrain qui forme un angle phi par rapport à la normale. Le poids des terres vers le bas. Donc ça, c'est configuration statique originelle du modèle de Coulomb. Et là, si je néglige la rugosité, juste pour illustrer, je considère une poussée. Donc, action-réaction, la poussée, c'est la réaction du mur sur le bloc, donc horizontale. Donc, j'écris la somme des forces égale à 0, à l'horizontale, à la verticale, deux équations, deux inconnues, vous avez P et RF, et ça me permet de tirer l'expression de P en fonction de alpha. Et le principe, c'est qu'on va faire varier le alpha jusqu'à ce qu'on trouve la valeur qui maximise le P. Voilà. Donc, c'est quand on dérive le P par rapport à alpha qu'on aboutisse au KA qu'on connaît de tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2 fois 1 demi de gamma h carré. Voilà. Et donc, si on ne dérive pas, on peut aujourd'hui, avec un simple traitement sous Excel, on peut s'amuser à faire varier la valeur de alpha et regarder comment on varie le P
ce qui est montré ici. Donc, je fais le test pour 30 degrés. Bah, je trouve qu'effectivement, il y a une valeur maximale qui apparaît pour un coin qui forme 30 degrés par rapport à la verticale, qui est au fait pi sur 4 moins pi sur 2. Et là, si on fait l'exercice, ça fait exactement un coefficient de poussée de 1 tiers. Donc, la solution exacte. Et puis là, c'est un coefficient de poussée qui est plutôt de l'ordre de 0,22 pour un angle de 40 degrés. Là, c'est 0,49. Et donc ça, c'est un balayage, on va dire, purement numérique. L'intérêt, c'est qu'avec ce type de démarche, on peut couvrir des situations ou des configurations géométriques assez complexes plutôt que de dériver. Si maintenant je repars de ce modèle-là, le modèle de Coulomb, et j'introduis maintenant les forces d'inertie, dans le cas d'une approche statique, les forces d'inertie, bah, c'est une force horizontale proportionnelle à W, KH fois W, une amplification du poids, 1 plus KV fois W. Et à ce moment-là, quand je réécris l'équilibre, bah, j'aboutis à ce que vous voyez à l'écran. Donc, on fait apparaître que le P alpha, bah, effectivement, c'est tangente θ fois le poids. Et le poids, donc, divisé par tangente alpha plus phi. Même démarche, je cherche le alpha qui maximise le P. Donc là aussi, je peux reconduire le même traitement sur Excel, par exemple, et je cherche bah, le cas qui est étudié. Donc là, j'ai considéré KH 0,2 et KV de 0,1. Bah, je trouve effectivement pour un phi égal à 30 degrés, bah, le coin le plus défavorable, c'est 40 degrés par rapport à la verticale, et ça correspond à un coefficient de poussée de 0,5. Et puis là, c'est un coefficient de poussée de 0,35, 0,7, etc., etc. Donc ça permet assez aisément de rendre compte des forces d'inertie, mais c'est exactement ce que couvre le modèle de Monod BOKB, que l'on peut généraliser. Donc là, j'ai illustré ici pour un cas simple où il n'y a que le terme de frottement, pas de cohésion, pas de pente, pas de rugosité, etc. Bah, dans le cas général, on va avoir une rugosité, on peut avoir une stratigraphie différente. On peut avoir effectivement la contribution d'un terme de cohésion, mais dans tous les cas, la démarche est la même. J'explore des mécanismes plans, je comptabilise le poids, je fais le bilan des forces et je trouve le alpha qui maximise le P. Et donc cet exemple-là, c'est le cas d'un mécanisme de poussée. Le P ici il joue le rôle d'une force stabilisatrice, donc l'écran stabilise le terrain. Et là, c'est un mécanisme de butée. Le P qui s'applique sur le mur, action-réaction, en fait, la butée, en réalité, c'est une force déstabilisatrice vis-à-vis du terrain embuté. Et donc, à ce moment-là, pareil, même démarche, c'est simplement, il faut imaginer que les efforts, ils sont orientés, ils s'opposent à AP, alors qu'ici, les efforts, les réactions du massif vont dans la même direction que P. Tout ça pour vous dire que quand on met en équation ce type de modélisation, on peut donc couvrir des mécanismes de poussée-butée, on peut rendre compte de la rugosité, on peut prendre en compte un terme de cohésion, et maintenant, le résultat qu'on obtient, ben évidemment, la validité, elle est liée à celle des hypothèses qu'on a introduites implicitement au départ, à commencer par celle liée au fait que tout ça, c'est rigide. C'est une hypothèse assez forte, mais qui se révèle suffisante. Mais néanmoins, il y a une autre hypothèse assez forte, c'est le fait que c'est un mécanisme plan. Donc, c'est une cinématique translationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui se révèle, on peut dire, acceptable avec une approximation suffisante vis-à-vis de la poussée. Par contre, vis-à-vis de la butée, dès qu'on va avoir de la rugosité, c'est quelque chose qui se révèle être mis en défaut. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas propre au modèle de Monod BOKB. On l'avait déjà avec le modèle de Coulomb. Donc maintenant, voilà, quand on résout le problème d'un point de vue purement analytique, et non pas par balayage que j'ai montré tout à l'heure, ben, on peut démontrer que dans le cas, par exemple, d'un terrain frottant, le P se présente sous cette forme-là, un coefficient de poussée fois un demi-gamma gamma h carré, qui est représenté ici par P0, et corrigé par l'effet de l'accélération verticale. Et pour une rugosité nulle, ben, ce coefficient de poussée, ben, il se présente sous cette forme-là, et dans laquelle on fait apparaître ce θ qui est l'inclinaison sismique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui correspond à une sorte de modification de la gravité, donc de θ. Ensuite, bah, pour la butée, c'est exactement la même démarche, et la résolution conduit à quelque chose qui fait intervenir un coefficient de butée, qui, dans le cas d'une rugosité nulle, il s'exprime de cette façon-là, donc avec un θ qui fait intervenir KH sur 1 plus KV. Et donc, graphiquement, voilà comment ça se présente. Vous avez, là, en abscisse, on a mis le θ, l'inclinaison sismique. Les courbes, chacune correspond à un angle de frottement. Et puis après, je représente ici la variation du Ka ou du Kp. Donc ça, c'est Kp, ça, c'est Ka, en fonction de θ. Et donc voilà, donc évidemment au départ, on retrouve la solution de Rankine ou de Coulomb, on est à delta égale à 0, le produit de Ka fois Kp égale à 1, et puis après, bah, on perd cette relation-là. Mais il faut imaginer que, comme vous pouvez le voir, quand le θ devient important, θ se rapproche de phi,
bah, vous avez un Ka qui est égal à Kp. Ça veut dire poussée est égal à butée. Et donc, c'est là où, et typiquement, ça donne une situation où on se retrouve à l'état d'équilibre limite du terrain, indépendamment du fait que ce soit de la poussée butée. Sachez que la solution originelle de Mono BOKB, dans son article de 1924, en fait, il a résolu le problème. Il propose la solution à la fois pour un sol cohérent, frottant, et sol intermédiaire. Et donc, simplement, la solution pour un sol intermédiaire est beaucoup moins sympathique à présenter. Donc, je vous donne simplement à l'écran la solution. Ici, je rappelle la solution pour un terrain frottant. Et ici, la solution pour un terrain purement cohérent. Donc, un CU, par exemple, phi égale à 0, C égale à CU. Et ben, donc, quand on résout le problème, ça me permet d'établir l'incrément dynamique. Là, je représente la solution en termes d'incrément dynamique, la variation par rapport à la poussée statique. Ben, c'est quelque chose qui fait intervenir tangente θ et ce qu'on appelle la hauteur critique. C'est le rapport entre la cohésion et et gamma fois h. Il manque un h ici, il me semble. Non, non, il n'y a pas d'h. Non, non, c'est bon. Le rapport de la cohésion et gamma. Donc, le HC sur H, ça vous fait 2C sur gamma H. Et ce qui est intéressant, de plus important, c'est de regarder graphiquement comment ça se présente. Et quand vous regardez bien comment ça se présente dans le cas d'un terrain cohérent, au fait, on observe que pour des séismes qui vont jusqu'à aller, on va aller jusqu'à 0,3 G, on a un incrément dynamique de poussée qui vaut à peu près KH fois P0. Ça veut dire dans un terrain purement cohérent, pour des faibles niveaux de sismicité, on peut considérer en première approche très rapidement que l'incrément de poussée, c'est KH fois 1 demi gamma H carré. Tout simplement, le P0, c'est ça, c'est un demi gamma H carré. Donc ça permet d'avoir tout de suite un ordre de grandeur de l'incrément de poussée pour un sol purement cohérent. Évidemment, quand on va avoir des séismes plus forts, bah, on perd cette relation simple, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur pour commencer. Et en fait, pour la butée, on a exactement le même type de relation. Ça veut dire que l'incrément de butée, bah, c'est quelque chose qui va valoir en négatif KH fois P0 pour des faibles niveaux de sismicité. Pour un terrain de comportement intermédiaire, comme je disais à l'instant, bah, la solution, on peut la présenter sous cette forme. Ça veut dire la poussée, c'est KAT fois P0, un demi-gamma H carré, moins KACD, donc un coefficient sur la cohésion fois CH, donc un formalisme similaire à ce qu'on utilise en statique. Mais il faut imaginer que si je mets ici la formule qui correspond à KAT, KACD, je remplis toute la page. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément intéressant à montrer analytiquement. Par contre, graphiquement, c'est intéressant. Et en l'occurrence, quand on regarde ce que donne la formule qui donne le KAT, bah, en fait, en fin de compte, pour des niveaux de sismicité qui vont jusqu'à 0,8 fois, un θ qui va jusqu'à 0,8 fois phi, bah, on a la même chose comme l'absence de cohésion. Donc le KAT, même si la formule laisse croire que ça dépend de la cohésion, bah, en fait, le KAT, globalement, intrinsèque, entre guillemets, dépend que de l'angle de frottement. Et puis, pareil pour le terme sur la cohésion, pour des faibles niveaux de sismicité, on peut très bien s'en sortir par quelque chose qui s'apparente à 2 fois racine de k. Donc, à partir maintenant de ces coefficients de poussée, en tout cas de ce modèle de Monod-BOKB, on peut donc établir la poussée dynamique comme étant, donc selon la décomposition que j'ai évoquée tout à l'heure, comme étant la somme de la poussée statique, l'incrément dynamique. Donc, le principe de l'incrément dynamique, c'est que je vais appliquer cette formule avec et sans séisme, avec θ égale à la valeur du calcul et θ égale à 0. Et ça vous permet donc d'avoir le delta PAD, la pression hydrostatique, l'incrément hydrodynamique. Et puis là, les trois situations, les trois types de comportements que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir quand on est hors nappe, on va calculer ça avec le poids du sol, hors nappe. On va calculer θ, c'est l'expression que j'ai montrée tout à l'heure. Et puis quand on a un sol fermé sous nappe, comportement non drainé, monophasique, perméabilité inférieure à 5-10-4 mètres par seconde, bah, en fait, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de traiter le problème, et une façon de faire, c'est de considérer un calcul avec gamma prime et de modifier θ par le rapport de gamma sur gamma prime pour rendre compte du fait que ça s'applique sur la contrainte totale. Et donc là, ça vous fait, généralement, ça c'est de l'ordre de 2, donc ça veut dire ça revient à multiplier tangente θ par 2 et de travailler avec gamma prime, qui est lui-même divisé par 2 par rapport au gamma total. Et pour un sol ouvert, on travaille toujours avec gamma prime, mais simplement le tangent θ, on va le chiffrer par rapport au poids volumique sec, normalisé à gamma prime. Donc ça fait quelque chose qui est plus faible que 2. Et par contre, on rajoute un incrément hydrodynamique. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Dans ce cas, l'eau est capable de se mouvoir librement entre les grains, entre guillemets. Donc, on rajoute l'incrément de pression hydrodynamique. Voilà.
Donc, ça, c'était pour le modèle MonoBOKB. Peut-être que Gilles, c'était toujours avec nous. Je peux te laisser la parole. Ouais, donc moi là, je vais parler maintenant de la méthode cinématique du calcul à la rupture. Donc, ça consiste en une approche par l'extérieur du domaine de stabilité. Donc, en fait, le principe de la méthode, c'est de construire puis d'explorer des champs de vitesse cinématiquement admissibles. Donc là, par exemple, dans le cas de présent qui est une cinématique de rupture plane bibloc, le principe c'est de venir explorer l'ensemble des directions possibles du champ de vitesse V formant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc on sait que par construction, en fait, doit forcément faire un angle phi avec la surface de rupture. Donc en fait, faire varier les directions de V, ça fixe en fait les différentes surfaces de rupture. Et donc là après, il ne reste plus qu'à projeter en fait l'ensemble des efforts, des forces en jeu sur la direction de V. Et donc, on arrive à l'expression qui est exprimée ci-dessous, là. Et donc là, en fait, le principe, c'est le même que ce qui a été exprimé pour MonoBOKB, c'est de venir chercher le alpha qui maximise la valeur de P, donc la valeur de la poussée. Donc ça peut se faire analytiquement, effectivement, mais généralement, on le fait par balayage, en fait, sur la valeur de alpha. Sur la diapo suivante, voilà, donc ici on reporte le même graphique qui a été représenté tout à l'heure. Donc en trait plan, on a les coefficients de poussée et de butée de MonoBOKB, et puis on est venu reporter en fait les résultats obtenus également pour une cinématique plane, les résultats obtenus par calcul à la rupture. Donc on trouve une concordance parfaite. Donc ça on savait déjà en fait le coin de Coulomb, en fait c'est le premier calcul à la rupture qui a été réalisé en fait. Donc les deux démarches pour une surface de rupture plane en fait sont strictement équivalentes. Donc là, c'est toujours dans un cas où la cohésion est nulle et le frottement soutènement sol est pris égal à 0. Donc dans le cas d'un sol frottant non cohérent avec une rugosité du terrain soutènement nulle, donc on peut aussi également étudier des mécanismes plus complexes, notamment des cinématiques de rupture qui sont rotationnelles. Alors, parmi ces mécanismes, on sait que la théorie du calcul à la rupture démontre que pour les sols flottants et cohérents, les surfaces de rupture dites optimales, en fait, celles qui fournissent les meilleurs résultats, sont des arcs de spirale logarithmiques. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont représentés. Donc, en fait, la surface, en fait, le mécanisme est paramétré par un point d'entrée, un point de sortie, et puis un pôle oméga, qui est lui paramétré, en fait, par un angle θ max. Donc on sait que c'est les cinématiques de rupture rotationnelle qui sont à même le mieux de rendre compte des effets de la cohésion et de la rugosité delta. Alors comme nous l'avons vu, donc le modèle de MonoBOKB et le calcul à la rupture en cinématique plane sont rigoureusement identiques et fournissent la même résultante de poussée. En revanche, sur certaines conditions, telles que la présence d'un talus ou lorsque la cohésion devient prépondérante, les résultats fournis par MonoBOKB peuvent être exagérément optimistes et donc de fait sous-estimer notoirement la poussée. Alors c'est illustré ici, par exemple, dans le cas d'un sol d'angle de frottement 30 degrés d'une pente de talus à 16%. Malgré une cohésion à 20%, en fait, on trouve donc pour MonoBOKB 450 kN par mètre linéaire, et puis on voit la même valeur pour un calcul à la rupture en cinématique plane. Par contre, un calcul à la rupture avec cinématique rotationnelle, avec les arcs de spirale logarithmique, montre donc une augmentation de 11% de la poussée. Et puis pareil, si on considère un sol en fait qui est purement cohérent avec une cohésion de 50 kPa, on a toujours équivalence entre calcul à la rupture et MonoBOKB. En revanche, on a une augmentation notoire de 22% en fait du calcul à la rupture selon une cinématique rotationnelle. Alors il est important de rappeler que par nature, en fait, l'approche cinématique est une approche par l'extérieur, donc qui fournit une borne supérieure du chargement acceptable. Et donc ici, dans le schéma de butée, comme la poussée en fait est un élément stabilisateur, en fait, le coefficient de poussée est estimé par défaut. Donc en fait, quand on voit qu'il y a 22% d'augmentation de la poussée, on sait que cette valeur est effective et que si on utilise des mécanismes plus complexes, on peut éventuellement aboutir à encore des coefficients de poussée plus importants. Si on avait étudié un schéma de butée, donc P aurait été déstabilisateur et les approches cinématiques auraient alors fourni une valeur par excès du coefficient de butée. Voilà. Donc si on passe à la diapo d'après, voilà. Donc bon, un des avantages
principaux de l'approche cinématique, c'est qu'en fait, c'est un outil efficace pour traiter des configurations stratigraphiques assez variées et beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire avec Monobo OKB, par exemple. Donc, par exemple, ici, la méthode est utilisée pour caler en fait point à point les diagrammes de poussée et de butée. Donc, le diagramme de poussée à gauche et le diagramme de butée à droite. Et cela en tenant compte en fait de surcharge sur la périphérie du talus, de talus, de risbermes et puis de lithographies qui peuvent être variées et de toutes formes, et également des termes de cohésion. Donc tout ça avec Monobo OKB, il serait difficile de le faire. Voilà. C'est ce qui va être illustré un peu plus loin. Donc là voilà, on a un exemple d'un projet, donc d'un mur de soutènement de 17 mètres de haut. Là on a la lithologie réelle, donc on a des sols en place qui sont notamment des grès en base. Et puis entre le mur et le sol en place, en fait, on a un remblai d'apport qui a été compacté soigneusement. Et donc bon, on se retrouve sur un système de projet qui est pas très très important, mais voilà, on a un cache de 0,13 pardon. Et donc ensuite, la première approche qui a été faite par l'ingénieur structure, ça a été en fait de venir forcer l'application de Monobo OKB. Donc pour se rattacher strictement au formalisme de Monobo OKB, le moyen trouvé, ça a été en fait de créer un sol homogénéisé, dépourvu de cohésion. Donc avec une cohésion nulle, un angle de frottement qui est la moyenne des angles de frottement, un poids volumique qui est la moyenne des poids volumiques, et de venir calculer donc la poussée dynamique prise horizontalement. Hein. Donc on arrive à une valeur relativement élevée de 1,5 méganewton par mètre linéaire. Donc ça, c'est une première approche qui simplifie énormément le problème, mais qui amène à des valeurs assez élevées de la poussée. Donc une deuxième approche, et l'intérêt du calcul à la rupture, c'est de venir prendre en compte la lithologie réelle. Donc notamment en fait le caractère multicouche et le fait qu'on a quand même de la cohésion dans ces grès. Donc même avec une cohésion prise très raisonnable, hein, même très sécuritaire de 20 kPa, l'approche cinématique du calcul à rupture permet de déterminer donc une valeur de la poussée qui est déjà réduite, donc qui est limitée à 1200 à 1,2 méganewton par mètre linéaire. Donc ensuite, après, on peut regarder avec des valeurs qui sont jugées plus représentatives de la qualité des grès. Donc ici, avec 50 kPa, on a encore une poussée dynamique réduite. Et puis après, en regardant voilà, la configuration qui se rapproche le plus de la réalité, c'est-à-dire en tenant compte à la fois d'une cohésion, alors encore une fois assez raisonnable dans les grès, mais également de la présence de ce remblai compacté à 35 degrés à l'arrière du soutènement, qui justifie le fait qu'on puisse considérer en fait un frottement mobilisable et une inclinaison de la poussée. Voilà, on obtient du coup une valeur de la poussée dynamique déjà bien moindre, avec 810 kPa. Et puis enfin, en considérant ce qu'on attend réellement dans les grès, c'est-à-dire une cohésion supérieure à 100 kPa, on voit dans ce cas-là, avec l'approche cinématique du calcul à la rupture, qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme de rupture qui viennent se développer en fait dans le massif, et qu'en fait, les seuls mécanismes de rupture qui se développent sont dans le remblai. Et donc là, on obtient un coefficient de poussée qui est une poussée dynamique bien moindre. En fait, ce type de cinématique n'aurait pas pu être mis en évidence ou étudié avec les méthodes relativement simples et rustres de l'approche de Monobo OKB. Donc là, voilà un peu le tableau de synthèse entre les différentes configurations étudiées. Donc on voit en fait sur les 3 dernières colonnes, notamment la dernière colonne, que la prise en compte d'un modèle d'un modèle géotechnique plus raffiné et de méthodes plus élaborées de calcul, que l'incrément dynamique a été divisé par 3. Et puis également, on voit que la poussée statique a également été notoirement divisée, mais en fait, ça vient du fait aussi que ce qui marche en conditions statiques, c'est-à-dire l'analyse limite du calcul à la rupture et l'approche cinématique pour traiter la cohésion et l'inclinaison des résultantes, en fait, marche aussi en statique, enfin marche aussi bien en statique qu'en dynamique. Voilà, et donc en fait, on se retrouve avec des valeurs de poussée dynamique projetées qui sont de 2 à 3 fois moindres, en fait, avec l'utilisation de modèles plus raffinés.
Alors là, je vais vous présenter en fait ce qui est prévu dans le modèle de l'Anchuleta, qui est en fait une généralisation du modèle de Boussinesq-Rantine. En fait, il s'agit d'une approche par l'intérieur qui consiste à construire en fait un champ de contraintes statiquement admissible. En fait, c'est une famille de méthodes qui est complémentaire des approches par l'extérieur. Alors, le principe du modèle consiste à, partant du cas sismique, à se ramener au cas statique en procédant à une rotation d'un angle θ équivalent. Donc, en fait, là, c'est la fameuse modification de la gravité qui a été présentée précédemment. Donc, le gros intérêt, c'est qu'elle a la particularité de, comme on le voit dans l'expression de θ équivalent, en fait, de dépendre de la contrainte effective sigma v-u. Donc, ce qui en constitue en fait une approche locale à même de rendre compte des effets d'un champ de pression interstitiel. Donc, à présent, je vais présenter quelques observations sur le modèle. Donc, en fait, pour essayer de comprendre qualitativement comment ça se passe, on a sur le graphique de gauche, donc sur la courbe de gauche, la représentation courante des états limites de poussée dit l'état limite inférieur et les états limites de poussée de butée dit état limite supérieur. Donc bon, là, après, en bleu, on voit l'état de contrainte au repos. Donc le principe en fait de ce type de représentation en cercle de mort, c'est si on imagine une facette de sol parallèle à la surface libre du terrain, à la profondeur, mettons Z. Donc cette facette de sol est horizontale dans le problème qui nous intéresse. On peut représenter le vecteur contrainte qui agit sur cette facette. Et quand ce vecteur contrainte représente la contrainte normale en place. Et quand cette contrainte est verticale, en fait, ce vecteur contrainte est confondu avec l'axe des abscisses. Et donc la rupture au niveau de cette facette-là se fait quand le vecteur contrainte en fait tourne d'un angle alpha autour de cette facette-là. Donc le vecteur contrainte qui était représenté horizontal dans la représentation de mort, tourne d'un angle phi en fait. On arrive à l'état limite et à la rupture du terrain. Donc cet état limite est représenté par la droite de pente phi sur la représentation de gauche. Et à partir de ces représentations de gauche, en fait, on trace les deux cercles tangents à gauche et à droite. Donc tangents à la surface de rupture et à la droite phi, et qui représentent les états limites de poussée, les états limites de butée. Dans le cas sismique, en fait, donc on a vu que l'équivalent c'était de procéder à une rotation du terrain d'un angle θ. En fait, ce qui se passe, c'est que toujours gardant des contraintes verticales et horizontales comme contrainte principale, en fait, on a fait tourner la facette de sol d'un angle θ équivalent. Ce qui fait qu'en fait, pour arriver à la rupture, le vecteur contrainte, qui lui est toujours horizontal, confondu avec l'axe des abscisses, lui, il n'a plus qu'à en fait tourner d'un angle équivalent de phi moins θ. Donc, ce qui fait que dans cette représentation-là, la nouvelle ligne de rupture, le nouvel état de rupture, en fait, c'est une droite, une pente qui est à θ équivalent, qui est représentée en dessous de la droite θ, pentée à phi. Ce qui est bien que dans cet état-là, en fait, représenter les états de poussée et de butée, en fait, revient à décaler le cercle de poussée vers la gauche et le cercle de butée vers la droite. Et en fait, ça revient à obtenir des coefficients de poussée supérieurs et des coefficients de butée inférieurs, ce qu'on obtient par toutes les autres méthodes en fait, de détermination des poussées et butées dynamiques. Donc en fait, voilà les équations auxquelles l'auteur arrive pour exprimer en fait la poussée et la butée localement. Donc en fait, on retrouve en fait les termes usuels de prise en compte de la cohésion qui sont les termes en 2C racine de KAD, enfin du coefficient de poussée, et 2C racine du coefficient de butée. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va bien voir apparaître l'expression sigma v-u qui est la contrainte effective. Et on voit c'est également prise en compte localement en fait, par l'expression de θ équivalent là. Donc en fait, localement, en fait, la prise en compte des pressions interstitielles revient à modifier l'inclinaison de la résultante du poids, l'inclinaison du séisme. Voilà, bon, puis après, il y a des expressions avec des paramètres psi-A, psi-P, voilà, donc et qui dépendent de phi et de θ équivalent. Donc ces coefficients peuvent être calculés localement à tout point du projet. Donc voilà, donc en fait, si on s'intéresse maintenant au même type de représentation que ce qui a été mené précédemment, dans le cas le plus simple, hein, avec une cohésion nulle et un delta égal à 0, donc une inclinaison de la poussée nulle, poussée butée. Donc là, on a superposé les représentations de Monobo-Okabe et de l'Anchuleta qui ont été obtenues. Donc ce qui est important de noter sur la figure,
Donc en très plein, c'est Monobo Okabe et les petits points figurés, c'est l'Anchuleta. C'est que les petits points, en fait, enfin, en fait, si l'Anchuleta, c'est une approche par l'intérieur, en fait. Donc ce qui arrive fatalement, c'est qu'on va minorer les coefficients de but obtenus et majorer les coefficients de pouce obtenus. Donc, ce qui se traduit par le fait que les courbes enveloppes, en fait, sont les courbes de Monobo Okabe et les courbes à l'intérieur sont les courbes de l'Anchuleta. Bon, maintenant, après, comme ça a été présenté en préambule, en fait, Kako Kerizel, en fait, ils se sont attachés à résoudre le problème de Boussinesque, ce qui est très proche de ce qui a été réalisé par l'Anchuleta. Et donc, en fait, on pourrait s'interroger sur le fait de pouvoir, en fait, adapter ces tables de Kako et Kerizel avec le cas sismique. Donc, en fait, comme ça a déjà été monté précédemment, voilà, le principe, ça va être de venir étudier une configuration équivalente, en fait, de ramener la configuration sismique à une configuration statique équivalente. Et la configuration statique équivalente, en fait, c'est l'inclinaison du terrain d'un angle θ et l'augmentation de la gravité d'un facteur 1 plus kV sur cos θ. Donc en fait, sans perte de généralité, on peut explorer uniquement le terme, enfin les valeurs de θ pour lesquelles kV sont nulles. Et en fait, en faisant cela, donc on garde toujours une rotation du terrain dans l'angle θ. Par contre, on peut exploiter les tables de Kako Kerizel en transformant en fait les valeurs de bêta et de lambda dans les tables. En fait, c'est en remplaçant dans le schéma de la butée, par exemple, en remplaçant bêta par bêta moins θ et lambda par lambda moins θ et en gardant le delta inchangé, c'est-à-dire si on considère par exemple une inclinaison de la butée nulle. En fait, les tables de Kako Kerizel redonnent en fait les valeurs déjà obtenues des coefficients de poussée butée dynamique, déjà obtenues par exemple par la méthode du calcul à la rupture. Donc, ce qui est représenté sur le graphique de droite, donc on a superposé en fait en très plein les résultats obtenus par Monobo Okabe. Les croix représentent les résultats obtenus par calcul à la rupture. Donc, dans le cas où la cohésion est nulle et l'inclinaison delta vaut 0, on a vu que ces deux méthodes étaient parfaitement équivalentes. Donc, croix et très plein se superposent. Et puis, les ronds représentent en fait les valeurs données par les tables de Kako Kerizel en tenant compte de la rotation de bloc rigide du terrain. Donc là, on trouve les résultats qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne correspondance entre les résultats. En revanche, du coup, les valeurs de Kako Kerizel sont souvent légèrement plus faibles en butée, légèrement plus fortes en poussée. Ça, c'est essentiellement lié au fait que les mécanismes de rupture étudiés par Kako Kerizel, en fait, étaient pas seulement des mouvements de bloc rigide. En fait, il y avait une zone de cisaillement radial, donc de déplacement qui était située donc proche de l'écran. Donc en fait, on a des mécanismes plus complexes dont l'étude mène forcément à des valeurs donc de coefficient de butée un peu plus faible et de coefficient de poussée un peu plus fort. Donc le même exercice peut également être mené avec des inclinaisons différentes. Donc là, par exemple, pour le schéma de butée, avec toujours une cohésion nulle et une inclinaison à moins 2 tiers de phi. Donc on voit figurer avec des croix, donc les résultats obtenus par calcul à la rupture, et avec donc les cercles et les résultats obtenus par Kako Kerizel. Alors il est important de noter qu'en fait, donc le principe général, c'est d'utiliser brutalement les abacs de Kako Kerizel avec une configuration différente qui est déviée par le séisme, et puis de venir en fait diviser le coefficient obtenu par l'étape par le facteur cosinus θ, qui lui intervient en fait dans la division à l'origine de la valeur du champ de pesanteur. Ben voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur les coefficients de sécurité. Très bien. Merci Gilles. Et donc voilà, en guise de synthèse sur les approches qu'on vous a présentées, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la pratique, l'utilisation du modèle de Monobo Okabe pour estimer les incréments de poussée butée est suffisant en fait dans les cas courants. Donc après, c'est simplement en présence, par exemple, de stratigraphie complexe, ou si on cherche à gérer notamment en butée l'effet de la rugosité ou l'effet de la cohésion.
Donc à ce moment-là, effectivement, on peut faire appel à des approches un peu plus élaborées. Donc ça peut être des approches globales comme calcul de la rupture. Ça peut être de ce type d'approche mondaine de l'Ancelota, mais simplement ce qu'il faut retenir,